Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de revenir à la boutique. Bon, même si beaucoup d'entre vous connaissent l'Union juive française pour la paix, j'en dis quand même quelques mots. Nous sommes une association identitioniste qui existe depuis 1994. Nous défendons les droits du peuple palestinien. Pour une raison simple, au début, ce n'était pas de crime en notre nom. Et puis, on a rapidement découvert les mots qu'il faut mettre sur cette guerre. Colonisation, occupation, crime de guerre, crime contre l'humanité, aujourd'hui génocide, suprémacisme. Et donc, c'est au nom de nos identités juives que nous nous sommes engagés. Nous demandons pour les Palestiniens tout simplement l'application du droit international, c'est-à-dire la liberté, la fin de l'occupation, de la colonisation, la destruction du mur, la fin du blocus de Gaza, la libération des prisonniers. Nous demandons l'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur identité ou leur origine supposée. Et nous demandons la justice, le crime fondateur de cette guerre ayant été l'expulsion de tous les Palestiniens de leur propre pays, le retour des réfugiés palestiniens. Personnellement, j'ai été 2 fois à Gaza, en 2013, entré par l'Égypte, et en 2016, un petit miracle, entré par Israël. C'était un peu grâce au consul de France de Jérusalem de l'époque. Donc, avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui, et je n'ai pas d'hésitation sur les mots qu'il faut donner à ce qui est à l'œuvre. Nous, comme juifs, nous savons ce que c'est qu'un génocide, et de toute façon, ce mot est totalement documenté dans le droit international. Donc, ce que les Israéliens sont en train d'infliger à la population de Gaza, et au-delà, ce qu'ils continuent d'infliger en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ça s'appelle un crime de guerre, ça s'appelle un crime contre l'humanité. C'est un état d'apartheid, mais aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, et je décrirai un petit peu ce qui est à l'œuvre, ça s'appelle un génocide. Si vous regardez la définition internationale de génocide, ce n'est pas seulement l'extermination d'un peuple, il y a toute une série de choses qui font partie du mot génocide, mais même en ce qui concerne l'extermination, comme j'étais prof de maths, je vous donne un chiffre, le nombre de morts est disparu en 3 mois à Gaza, c'est 1,5% de la population. C'est-à-dire, c'est l'équivalent en pourcentage du total des morts français pendant la Deuxième Guerre mondiale. On en est là en 3 mois pour que vous ayez quand même une idée de ce qui est à l'œuvre. Je vais commencer par vous parler du Gaza d'avant le 7 octobre, parce que Gaza est sans arrêt diffamé de façon incroyable et tout. Alors d'abord, vous devez savoir que 75% de la population de Gaza, ce sont des réfugiés. 72% ont la carte de l'UNRWA, et 3%, notamment les Bédouins, sont des réfugiés sans avoir la carte de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office des Nations Unies des réfugiés, et beaucoup de Gazaouis et de Palestiniens en général survivent grâce à l'UNRWA. Ils sont les descendants de populations qui ont été expulsées de chez eux, en gros tout le sud de ce qu'est actuellement l'État d'Israël, de Jaffa à Ashkelon, à Beersheba, tout le nord du désert du Negev. Gaza, c'est une société totalement normale, dans une situation totalement anormale. D'où est venu le blocus? Il y a eu, d'abord, c'était il y a 75 ans, l'expulsion préméditée des Palestiniens de leur propre pays. C'était il y a maintenant presque 57 ans, l'occupation de la Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est. Et avec des morts incessants, avec des violations incessantes, savoir quand même qu'à Gaza, pendant très longtemps, 40% du territoire était occupé par 7000 colons, face aux 2 millions de Palestiniens. Il y a eu des élections en 2006 en Palestine qui ont donné le même résultat aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. C'est-à-dire une majorité relative de 39% des voix pour le Hamas,
et contre 33% pour le Fatah et le reste dans une multitude de partis, principalement de gauche, mais divisés, c'est un peu comme en France. Et il n'y a pas eu de différence notable entre le vote de la Cisjordanie et le vote de Gaza. Et même à l'intérieur de Gaza, Gazaville a voté assez massivement pour le Hamas, mais par exemple Rafah, à la frontière égyptienne, a voté pour le Fatah, pour des raisons internes à la société palestinienne. Et ce vote n'était pas nécessairement un vote d'adhésion aux conceptions du Hamas, ça a été pour une bonne moitié un vote sanction, pour deux raisons principales: la corruption de l'autorité palestinienne, absolument flagrante, et les accords d'Oslo qui se sont vite révélés comme étant une gigantesque supercherie et qui ont porté un tort terrible aux Palestiniens. C'est donc pour punir le Fatah de ces deux choses-là, la corruption et les accords d'Oslo, en gros que le Hamas l'a emporté. Immédiatement, il y a eu une décision conjointe d'Israël et de la communauté internationale, principalement occidentale, de sanctionner les Palestiniens pour leur vote, alors que cette élection avait été surveillée par tout le monde, était parfaitement démocratique et tout. Pendant un an, l'autorité palestinienne recevait des subsides de l'Europe pour payer ses fonctionnaires. Il n'y a pas eu de salaire. La situation a été totalement chaotique dans l'ensemble de la Palestine, et particulièrement à Gaza. Et puis, les Occidentaux ont poussé l'autorité palestinienne à se débarrasser du Hamas. C'est Mohamed Dahlan, un mafieux, qui a lancé un coup d'État. Et quand il a vu que le coup d'État allait échouer, il s'est enfui. Il est aujourd'hui l'homme des Émirats arabes unis. Et il y a eu 115 morts du côté du Fatah. Et le Hamas a pris le pouvoir un petit peu à l'insu de son plein gré. Depuis, il exerce son autorité à Gaza, il essaie d'y imposer ses conceptions religieuses et morales. Il y arrive parfois il échoue. Il a quand même réussi à enlever la mixité des écoles. Mais par exemple, sur d'autres tentatives qu'il a tentées, il n'y est pas arrivé. Gaza, c'est une société incroyablement pluraliste. Ce n'est pas ni les gens, les barbus prêts à se sacrifier pour la cause, ni des gens terrorisés par la dictature du Hamas. Il y a à Gaza énormément de partis politiques, et pendant notre séjour en 2016, en 3 semaines, on a rencontré quasiment tous les dirigeants de tous les partis politiques de Gaza. On a rencontré le numéro 4 du régime, chef du groupe parlementaire, mais on a rencontré aussi, avec un autre député au Parlement à Gaza, mais on a rencontré aussi le djihad islamique, ce qui est beaucoup plus difficile à rencontrer. On a rencontré le Fatah, 2 dirigeants du Fatah. On a rencontré la plupart des partis de gauche, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique de libération de la Palestine, l'Union démocratique palestinienne, le Parti communiste, etc. À Gaza, quand vous entrez dans un taxi, c'est immédiatement les taxis collectifs. À Gaza, il n'y a pas de vol. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi, c'est pas le Caire, il vous rendra jusqu'au dernier shekel l'argent qu'il vous doit si vous avez donné trop d'argent. Et à Gaza, si vous égarez votre ordinateur, le chauffeur de taxi tournera dans tout Gaza pour arriver à vous le rendre. C'est pas une société ni de voleurs ni de mendiants. Et c'est une société, vous rentrez dans un taxi, ça commence à discuter, vive le Hamas, non, abat le Hamas, ce sont des corrompus. Il y a une liberté de parole, mais surtout ce qu'il faut comprendre, parce que c'est ça que Israël est en train de détruire et d'éradiquer, c'est que Gaza survit, c'est général à la Palestine, mais beaucoup plus clair à Gaza, grâce à une multitude incroyable d'associations, petites et grandes. Alors les grosses associations, c'est quoi? C'est le PCHR, le Centre palestinien des droits de l'homme, qui recense toutes les violations des droits de l'homme commises non seulement par l'occupant, mais par les 2 gouvernements rivaux. Et qui a également tout un département de défense des femmes contre les violences conjugales ou contre d'autres formes de violence. C'est l'UAWC, le syndicat des travailleurs agricoles et de la pêche, qui réussit, avec la solidarité internationale, à procurer aux paysans de la tourbe pour qu'ils puissent cultiver des serres
aux pêcheurs des bateaux ou des moteurs ou des filets. Ce sont le Parc, qui est une association qui achète aux paysans pauvres la nourriture pour la redistribuer à la population pauvre. Ça, c'est les grosses associations. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais vous avez une pléthore incroyable de toutes petites associations. Il faut comprendre qu'en Palestine, ce qui est gratuit à l'école, c'est du cours préparatoire au bac. Mais le résultat quand même, c'est qu'il y a 1% d'illettrisme à Gaza contre 35% d'illettrés en Égypte voisine. Vous avez à Gaza, alors que l'université est payante, 100 000 étudiants dans 6 universités, et on a visité des universités, on avait un projet de collaboration de ces universités avec des universités de Marseille. Je vous garantis que le niveau, il est très bon, il est très élevé. Les familles se saignent parce que ça coûte très cher, mais ils poussent leurs enfants à aller plus loin. Vous avez 21 000 diplômés chaque année, dont la quasi-totalité se retrouve au chômage parce qu'à cause du blocus et du mur, il n'y a pas de travail. Mais il y a à Gaza une très solide tradition de travailler gratuitement. Je vous donne un exemple, on a parlé de l'hôpital Al-Shifa. Nous, on a visité les soi-disant pseudo-tunnels du Hamas qui ressemblent à ces armes de destruction massive de l'Irak. À Al-Shifa, nous, on a rencontré les psychologues. Il y avait une psychologue qui était salariée dans l'ensemble d'Al-Shifa, où il y a des milliers de soignants et des dizaines de milliers de malades. Évidemment, elle ne faisait pas face. Donc elle a pris sa page Facebook, elle a dit je veux des diplômés qui vont accepter de travailler gratuitement pour le service de psychologie de l'hôpital Al-Shifa. Elle a eu 100 réponses, elle a fait passer un examen écrit et oral, elle a pris les 26 meilleurs, au hasard 23 femmes et 3 hommes, parce qu'à Gaza comme ailleurs, les résultats scolaires et universitaires des femmes sont supérieurs à ceux des hommes. Et ces jeunes, en gros la trentaine, 35 ans, qui sont tous diplômés, et il y a plusieurs années d'études pour être psychologue, on leur a demandé, mais ils ont payé leur uniforme, très beau, l'uniforme des femmes, l'uniforme des hommes. Ils paient tous les jours le taxi collectif pour arriver à l'hôpital. Et quand on leur demandait pourquoi vous acceptez de faire ça, ils répondaient, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. Et la deuxième, c'est qu'un jour, le blocus s'arrêtera, on aura de l'expérience et on aura du travail. Gaza, c'est ça. C'est aussi, et là, l'Union juive française pour la paix est à la manœuvre, quand on est en 2016 et qu'on rencontre le Mokhtar de Houza. Les Mokhtars, c'est les chefs traditionnels de grandes familles. Les familles à Gaza, c'est parfois plusieurs centaines, voire des milliers de personnes. Et le Mokhtar de Houza, qui est dans la zone agricole, donc ce sont, pour reprendre le langage de M. Zemmour, c'est des Gazaouis de souche, c'est pas des réfugiés, puisqu'ils ont la terre. Il y a aussi cette différence qui se joue. Et dans cette société extrêmement traditionnelle, ils avaient un problème monstre. À cause du blocus, à cause des bombardements réguliers, il y avait 4, 5, 6 heures d'électricité par jour. Et l'eau à Gaza, elle est inconsommable dans la plupart des endroits, sauf justement là où il y avait le village de Houza. Et il nous dit, je suis allé voir les autorités, il me fallait absolument de l'eau pour sauver la récolte de melons. Et pour avoir de l'eau, il me fallait de l'électricité pour la pomper, parce que c'est à 150 mètres de profondeur qu'on trouve l'eau. Et les autorités ont dit, on ne fait pas d'exception. Et donc on n'a pas eu d'eau et on a perdu notre récolte. Et il nous a demandé si vous pouvez faire quelque chose, montrer que la solidarité a un sens. Depuis 2016, c'est assez raconté là, dans ce livre qui est épuisé, hein, c'est la boutique, là, un des derniers exemplaires. Ça raconte notre séjour à Gaza en 2016. On a réussi à construire avec l'argent de la solidarité un château d'eau. Ce sont les paysans eux-mêmes qui ont écrit dessus l'UJFP, Union juive française pour la paix. D'accord ? Et depuis, il y aura des tas de choses. Ils sont sans arrêt partout. Le sigle Union juive française pour la paix voyage dans tout Gaza et encore aujourd'hui avec les réfugiés. Donc ils ont construit un château d'eau, puis ils ont construit des canalisations, puis ils ont construit une maison des paysans parce qu'ils se veulent indépendants de tous les partis politiques.
Et ils ont appelé leur maison des paysans QGFP Headquarters, le quartier général du JFP, où même les ministres du Hamas, quand ils veulent parler aux paysans, se rendent. Enfin, on a construit, là on n'y arrivait pas tout seul, avec une autre association musulmane française humanitaire, on a construit une gigantesque pépinière solidaire qui permet aux paysans de ne plus être les esclaves des semenciers et d'avoir, en gros, leur plan directement. Ça a amélioré d'une façon incroyable les rendements. Et avant le 7 octobre, 1 millier de fermes dans le sud-est de la bande de Gaza avaient affaire à cette pépinière solidaire. Et puis, on leur a acheté une voiture. Ils ont écrit en énorme Union juive en petit française pour la paix, qui sillonne Gaza avec un agronome et qui va dans toutes les fermes pour voir tous les problèmes. Ils ont des problèmes qui sont les problèmes de toute une agriculture, c'est qu'ils utilisent à fond les pesticides et donc leur terre est empoisonnée. Et donc il faut qu'ils réfléchissent à un changement d'agriculture. Mais voilà, tout ça c'était en voie de réalisation. Gaza, c'est ça. Quand on y était, il n'y avait pas de mendicité. Quand des enfants devenaient orphelins, ils étaient adoptés par la famille. Quand quelqu'un n'avait rien, il y avait toute une série de formes de redistribution qui existaient. Donc derrière toutes les calomnies qu'on a données sur cette société assimilée au terrorisme et tout, c'est ça la réalité. En même temps, pour que vous compreniez bien aussi ce qui va se passer le 7 octobre, Gaza, il y a un mur hermétique au nord, la frontière avec Israël, Erez, qui fait des mètres et des mètres d'épaisseur et de hauteur. Il y a un mur au sud, parce que l'Égypte est tout sauf un pays ami, et c'est la frontière de Rafah. Quand les Gazaouis veulent sortir de Gaza, c'est la seule façon de sortir, mais c'est extrêmement difficile d'avoir la possibilité de sortir. Et s'ils veulent aller en Europe, sans avoir un visa, ils ne peuvent pas sortir. Et donc l'Égypte ne les laisse pas partir. Et puis vous avez sur les 40 km de l'Est une barrière de haute technologie où les Israéliens, tous les 250 mètres, ont installé des tortueuses. Mélange de Moyen-Âge et de science-fiction. Ce sont des tours qui font une vingtaine de mètres de haut, en béton. En haut, il y a un champignon qui, en général, est fermé. Il n'y a personne dans la tour. Tout est télécommandé depuis probablement Tel Aviv ou une base militaire quelconque. Et de temps en temps, mais assez souvent, la tour s'ouvre, une mitraillette sort et elle arrose et elle tue. Et elle tue des paysans qui se sont approchés trop près de la barrière, mais c'est là où les terres sont les meilleures, donc les paysans, ils savent qu'ils risquent leur vie, mais ils s'approchent au maximum de la barrière. Elle tue des journaliers qui ramassent de la ferraille pour la recycler, parce qu'à Gaza, on essaie de tout recycler, le ciment, le métal et tout. Et puis, il y a sur ces 40 km de frontière 150 puits, c'est documenté. Au mépris total des lois internationales, Israël compte comme des malades sur la nappe phréatique. La nature ayant horreur du vide, la nappe phréatique a tellement baissé à Gaza qu'elle est envahie par une mer et que presque partout à Gaza, l'eau est absolument inconsommable. Quand vous vous douchez, c'est clairement ultra salé. Si vous vous lavez les dents, c'est absolument dégueulasse. Et évidemment, vous n'allez pas utiliser ça pour faire votre café. C'est évidemment impossible. Ça veut dire que Gaza doit également importer de l'eau. Et en ce moment, avec la situation présente, ils ont un problème incroyable, bien sûr, qui est un problème d'eau. Et puis de l'autre côté, quand vous regardez ces fameux kibbutz, vous voyez l'arrosage automatique et les piscines. C'est-à-dire que ne vous enlevez jamais de la tête que c'est ça la situation aussi qu'il y a avant le 7 octobre. C'est-à-dire une prison à ciel fermé, où la mort est arrivée déjà d'une dizaine de façons depuis 2008. Notre correspondant à Gaza, il mimait les 6 façons qui amenaient la mort à Gaza. Donc il y a les F-16 ou F-18, il y a les hélicoptères Apache, il y a les tanks, il y a les tortueuses, il y a les drones et il y a les vedettes maritimes. Et la mort arrive de tous les côtés, elle peut arriver absolument n'importe quand. Et aujourd'hui, ils ont des bombes qui perforent les immeubles.
ça tombe en haut, ça va exploser au rez-de-chaussée après avoir perforé tous les étages. Donc il reste absolument personne quand ils écrabouillent un immeuble de cette espèce-là. Ce que je peux dire aussi sur Israël qui entoure Gaza, il y a un mur. Avant la construction du mur, il y avait des échanges entre les Israéliens et les Gazaouis. Il y a 25 ans, Sderot, les gens venaient faire leurs courses à Gaza parce que c'était moins cher. Et Ashkelon, vous avez d'abord une tour de gaz qui fait 100 mètres de haut, on voit de tout le nord de la bande de Gaza, parce qu'il y a aussi ce problème-là qu'il y a du gaz dans cette région et qu'évidemment c'est pas totalement étranger à ce qui s'y passe. À Ashkelon, on avait été bloqué quelques heures. Le guide de l'office de tourisme vous invite à venir sur un monticule d'où on peut voir Gaza pendant les bombardements. Et les Israéliens viennent visiter ce site. Dans le film Yala Gaza, dont vous parlez tout à l'heure, Sylvain Sipel raconte que sur la plage d'Ashkelon, quand les gens qui se baignent voient les F-16 passer, ils sortent de l'eau et ils applaudissent. Israël est aussi rentré aujourd'hui dans cette situation-là. Sderot, où 95% de la population sont des juifs marocains qu'on a mis là parce que c'était le désert et qui ont été incroyablement discriminés par l'État d'Israël, et bien Sderot, où il y a 25 ans, les gens signaient des pétitions en disant on veut la paix, avec la guerre, il s'est passé ce qui a pu se passer pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Le résultat, c'est qu'ils ont voté à 80% pour les suprémacistes aux dernières élections. Je dis tout ça parce que ça explique aussi ce qui va se passer le 7 octobre. Alors brusquement, le 7 octobre, les Israéliens vont découvrir que la violence qu'ils exercent, tiens, ils peuvent en subir aussi les conséquences. Alors il y a des tas de gens qui ont dit, mais enfin c'est honteux, les Palestiniens sont violents. Quelques années avant le 7 octobre, 2018-2019, il y a les marches du retour. C'est parti, c'est aussi expliqué dans Yala Gaza, c'est parti de Gaza, avec l'idée, on est encerclé, on est enfermé et tout, on a le droit de sortir et de rentrer chez nous. Ils ont manifesté pacifiquement pendant plusieurs mois le long de la barrière. Absolument pacifiquement, sans rien. Le bilan, c'est 350 morts et 10 000 estropiés. C'est-à-dire que dans l'idée que c'est parce que les Palestiniens sont violents qu'ils auraient subi la violence, vous vous enlevez ça de la tête. Donc ce que vous devez comprendre de ce qui se passe le 7 octobre, je reprendrai l'expression de Michel Warshawski, qui est un anticolonialiste israélien, il dit c'est une cocotte minute et elle a explosé. Je reprendrai les expressions de plusieurs anticolonialistes israéliens, je pense à la journaliste Amira Haas ou à nos amis états-uniens de JVP, Jewish Voice for Peace, ceux qui ont occupé la statue de la liberté, la gare centrale de New York au cri de Stop Genocide, arrêtez le génocide. Ils disent oui, nous avons des morts ou des kidnappés parmi les gens qui ont été victimes du 7 octobre, mais la responsabilité est entièrement dans les mains de ceux qui dirigent Israël et qui sont des fascistes et des suprémacistes. C'est évidemment ma position. Alors il se trouve que le 7 octobre, avec d'autres camarades, je suis au Caire. Pourquoi ? Après des années de bataille avec la diplomatie française, on voulait en revenir à Gaza. On n'y était pas retourné depuis 2016. Par Israël, c'était plus possible. Donc il restait l'Égypte. Sauf que l'Égypte avait signé avec l'Union européenne en 2014 un texte disant que tout citoyen européen voulant rentrer à Gaza, il fallait que sa demande soit déposée par les autorités françaises. Et évidemment, la France refusait. Donc on a engagé la bataille avec la diplomatie française. On avait avec nous au début 4 députés, à la fin un seul. Mais le point de vue qu'il a emporté, ça a été on ne peut pas empêcher un élu de la République d'entrer à Gaza. S'il ne peut pas rentrer par Israël, il rentrera par Rafah. Et donc la France a accepté de déposer notre dossier aux Égyptiens. Et on est parti donc au Caire le 30 septembre.
Le 4 octobre, notre correspondant à Gaza, Abou Amir, nous a rejoints au Caire pour qu'on rentre avec lui à Gaza, et la guerre a éclaté le 7. Donc lui, il est resté bloqué assez longtemps au Caire, il n'est rentré qu'à l'occasion de la trêve, et je vous raconterai après ce qu'il fait. Mais nous, évidemment, c'était fini, on est rentré en France. Je vais vous dire un petit peu ce que lui nous a dit sur le 7 octobre. Lui, Abou Amir, il est un représentant, de mon point de vue, extrêmement fidèle de ce qu'est une majorité de la société civile de Gaza. C'est-à-dire, ils sont extrêmement dégagistes sur les partis politiques. Les partis ne représentent que leurs propres intérêts. La division palestinienne, c'est une honte, c'est une victoire de l'occupant. Il nous manque un Nelson Mandela. Et donc lui, il est à fond sur l'auto-organisation de la solidarité à Gaza et en Palestine en général. Mais par contre, ce qu'il nous a dit évidemment, ce que tous les Palestiniens nous ont dit à la minute même où ils ont cassé la barrière de sécurité, de séparation, je vais vous dire dans quelles circonstances ils l'ont cassée, il y a eu unanimité du côté des Palestiniens. Pour eux, c'était, on a des milliers de prisonniers en Israël qui sont torturés, qui sont humiliés, qui sont en prison depuis des années et des années. Avec les prisonniers qu'on a, on va pouvoir les échanger, on va pouvoir les faire rentrer à la maison. C'était ça l'idée fondamentale qu'ils avaient. En gros, le Hamas, il y a une direction politique, mais ce n'est pas elle qui dirige. Il y a une direction sécuritaire et il y a une direction militaire. C'est ces deux directions-là qui dirigent. Et elles ont tenu compte des échecs qu'ils avaient eus dans le passé. Ils ne se sont pas servis des téléphones, qui sont tous écoutés par Israël. Ils ont évité le phénomène des espions, enfin des mouchards. On n'est pas mouchard par vocation à Gaza, on est mouchard parce que l'occupant vous tient. Si vous êtes homosexuel et que l'occupant le sait, voilà, il vous tient, tu travailles pour nous, sinon tu es foutu dans ta société, on révélera qui tu es. Si, par exemple, un pêcheur dont le bateau avait été arraisonné et détruit par les Israéliens, quand il est en prison à Ashdod, le Shin Bet, les services secrets israéliens, lui disent ta mère a un cancer, tu sais que les médicaments anticancéreux sont interdits à Gaza, si tu travailles pour nous, elle pourra se soigner. Donc c'est comme ça qu'il devient mouchard. Ils ont évité ça, ils sont vraiment restés dans un cercle extrêmement restreint, et ils ont eu l'aide de hackers, apparemment, je me suis renseigné Gazaoui, qui ont pendant 3 à 4 heures paralysé le service informatique de l'armée israélienne. C'est-à-dire que quand ils ont cassé la barrière, les avions n'ont pas décollé, les tanks ne sont pas partis, les vedettes maritimes ne sont pas partis, ils ont eu quelques heures d'avance. Nous, le 7 octobre, on n'est pas au courant des morts qu'il y a eu. On le saura pratiquement à notre retour en France. Ce qu'il y a eu sur le... En Égypte, ça passait pas l'info? L'info n'est pas passée le 7, l'info elle est passée le 9, le 10, ça n'est pas passé tout de suite. Il y a eu l'info sur les kidnappés. Alors, je précise tout de suite sur ce qu'on sait sur le 7 octobre. Vous enlevez tout ce qui est dans la propagande israélienne. Les bébés éventrés, mis au... je ne sais pas, tout ça c'est du pipeau, y compris les femmes violées pour l'instant, ils enquêtent, mais ils n'ont rien. Il y a eu, à Haaretz, journal de gauche israélien, a enquêté. Au tout début, les Israéliens ont dit 1400 morts. Ils sont revenus à 1200, chiffres qui font admettre par tout le monde. Non, à Haaretz a dénombré 697 morts, dont 16 enfants. Ça s'appelle crime de guerre. Ce n'est pas crime contre l'humanité, c'est encore moins génocide. Et ça s'appelle crime de guerre. Et le Hamas est d'ailleurs d'accord pour que quand enfin tous les crimes de cette guerre seront jugés, qu'il soit jugé lui aussi. Parce que, évidemment, 697 morts par rapport à 30 000 et 16 enfants par rapport à 9 000, on ne joue pas tout à fait dans la même division. Mais il y a eu incontestablement crime de guerre ce jour-là. Vous vous enlevez de la tête qu'il s'agit d'une guerre entre Israël et le Hamas. Tout ça, c'est du pipeau. Il s'agit d'une guerre d'extermination de l'État d'Israël contre la population palestinienne. Un peu du même genre que les guerres que les États-Unis ont menées contre les Indiens. C'est-à-dire, on les brise, on fait que ne soit plus une société, on en expulse le maximum,
C'est bien ça qui est le but. Un des buts de cette guerre, c'est de provoquer une deuxième Nakba. Nakba, c'est la catastrophe, c'est le nom donné au nettoyage ethnique prémédité de 1948. Et d'ailleurs, les violences n'ont pas lieu seulement à Gaza. On en est maintenant à 400 morts en Cisjordanie. Et si vous regardez les images qu'on a des camps de réfugiés de Jenin ou de Tulkarem, il n'y a plus de rues, il y a beaucoup de bâtiments qui sont bombardés. Ça commence à ressembler de plus en plus un petit peu à ce qui se passe à Gaza. Il ne s'agit pas non plus d'une riposte ou de représailles. Ça, vous enlevez ça de la tête. La Palestine est agressée depuis 75 ans, et en particulier Gaza est agressée de façon systématique depuis 2008, où on a eu 8 ou 9 bombardements extrêmement violents qui ont fait 5000 morts. Donc il ne s'agit pas de représailles, la violence, elle est absolument là de façon permanente. Alors, qu'est-ce qui se passe à Gaza aujourd'hui? Je vous ai dit, ça s'appelle un génocide. Les chiffres. On a 75% des morts sont des femmes, des enfants ou des vieillards. C'est totalement assumé du côté israélien. C'est-à-dire que si vous écoutez les déclarations des politiciens israéliens, j'en cite une qui est assez ancienne, de Ayelet Shaked, qui était dans un ancien gouvernement ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Ayelet Shaked, elle disait il faut tuer les mères palestiniennes car elles élèvent des serpents. C'est-à-dire, c'est dans l'idée que tuer les enfants et tuer les mères, c'est aussi empêcher la reproduction d'un peuple qui est considéré aujourd'hui comme totalement surnuméraire par l'occupant. Vous avez plus de 90% de la population qui a été déplacée, et nous, on a parmi nos proches énormément de morts, mais on a des morts parmi des gens qui ont été déplacés plusieurs fois. Par exemple, il y a un autre groupe que l'UJFP aide à Gaza, c'est Ibn Sina. Ibn Sina, en arabe, c'est Avicenne, du nom d'un philosophe arabe du Moyen-Âge, et qui était une association palestinienne laïque, ce qui est relativement rare en Palestine, mixte, prenant la mixité des filles et des garçons, et qui vient en aide aux enfants, en aide psychologique face au bombardement, et de façon générale qui fait de l'éducation populaire. Par exemple, qui, quand il y a des bombardements, amène des clowns pour déstresser les enfants, des choses comme ça. Le frère de l'animateur de Ibn Sina, sa famille a été pulvérisée avec femmes, enfants et tout, son frère et sa belle-sœur et tout, 25 morts. Ils étaient restés sur Gazaville après s'être exilés depuis Jabalia. Dans le nord, il n'y a plus rien. Le nord de la bande de Gaza, c'est des ruines maintenant totalement inhabitées. Vous avez aujourd'hui l'essentiel de la population qui est entassée sur les plages de Khan Younis et de Rafah, absolument sans rien. Donc, quand j'ai parlé de génocide tout à l'heure, il y a une tentative délibérée d'affamer la population. Vous avez les 3/4 des hôpitaux qui ont été rendus absolument hors fonctionnement, et les autres, il est passé des horreurs, des gens qui ont été opérés sans anesthésie parce qu'il n'y en avait plus. Il y a les soignants, il y a à peu près 200 morts. Les écoles de l'UNRWA ont été également bombardées, il y a 120 morts dans les personnels de l'UNRWA. Les journalistes, il y a une centaine de morts. Alors c'est quand même rigolo, on a un organisme fondé par Robert Ménard, mais passons, qui s'appelle Reporters sans frontières, qui analyse un petit peu tous les endroits où la liberté de la presse est violée. Mais enfin, quand vous regardez le nombre de morts que vous avez dans des pays ouvertement dictatoriaux et que vous allez comparer au nombre de journalistes qui sont morts à Gaza, il y en a plus que partout ailleurs. Quel est l'endroit où on a tué essentiellement des journalistes? Et on a tué spécifiquement les journalistes d'Al Jazeera, c'est-à-dire ceux qui, j'ai été interviewé par Al Jazeera, ceux qui donnent les images véritablement de ce qui se passe. Il y a eu des scènes absolument épouvantables de bébés morts ou mourants amenés par leurs parents dans les hôpitaux, des photos totalement épouvantables de charniers, d'endroits où on a enterré les... Et moi je vais dire que dans mon histoire juive, voilà, Babi Yar à Kiev, c'est les nazis qui rentrent dans Kiev et qui, le jour de leur rentrée, ont massacré 35 000 personnes, exécuté et enterré
dans un ravin qui s'appelle Babillard. Voilà, je veux dire que moi, dans mon passé juif, ça m'évoque immédiatement ça, de voir ce qu'on fait avec les enfants à Gaza. Aujourd'hui, et puis j'aurais presque fini quand j'aurais dit ça, qu'est-ce qui se passe? 2 millions de personnes sont sous détente, sont la plupart du temps affamées. On réussit avec nos différents correspondants à envoyer de l'argent par des moyens totalement acrobatiques. Mais on y arrive. On y arrive parce qu'on a une expérience de 7 ans. Je vous invite à aller voir le site de l'UJFP sur Internet, ujfp.org. Il y a des comptes rendus quotidiens de ce que nos équipes arrivent à faire. Et par exemple, dans le témoignage d'hier, pour éviter, quand avec l'argent, ils arrivent à acheter le peu de nourriture qui peut rester. Au tout début, ils ont réussi à acheter des tentes, parce que l'hiver est très froid à Gaza. Ils ont réussi à acheter du plastique pour protéger les gens de l'humidité, des couvertures. Ils ont même été réquisitionnés par un hôpital, parce qu'avec leur couverture, ils ont pu sauver des prématurés. Et donc c'est eux qui se chargent dans un des hôpitaux des prématurés. Et ils ont réussi à organiser des cantines collectives, donc à distribuer des repas. Comme les gens étaient affamés, ils ont installé tout un système. Ils distribuent des tickets dans les écoles de l'UNRWA, et les gens, tickets UJFP, hein, et les gens viennent avec leur ticket UJFP, viennent chercher leur repas chez eux. Chez eux, ils ont dû partir 2 fois. Leur maison où il y avait 250 personnes par rapport d'Israël, ils ont dû évacuer. Et leur deuxième endroit où ils s'étaient réfugiés en famille, ils ont dû évacuer. Ils sont à nouveau sous la tente à Rafah comme tout le monde. Mais ils arrivent à distribuer des repas. On a des photos, vous verrez sur notre site, où ils arrêtent des camions ou des charrettes de réfugiés, où ils distribuent des repas, où ils distribuent des bouteilles d'eau. Et voilà, c'est la suite un petit peu de l'entraide telle qu'elle s'est passée. Alors qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, comment on peut sortir de ça? La première chose, c'est le but des sionistes a toujours été, depuis 120 ans, un maximum de territoire pour un minimum d'Arabes et un État ethniquement pur. Ça a toujours été la stratégie depuis Théodore Herzl, et ça continue. Donc vous devez bien avoir conscience que c'est ça le but, et que la communauté internationale, en tout cas l'Occident, parce que le tiers-monde, ce n'est pas le cas, elle est complice de cette affaire-là. Elle est complice parce qu'Israël, c'est leur État, c'est celui qui enferme les populations réputées dangereuses, c'est celui qui a les technologies de pointe, c'est celui qui montre ce monde sécuritaire dont l'Occident rêverait. Donc la première chose, c'est il faut aider le peuple palestinien à ne pas être vaincu, comme les Indiens l'ont été aux États-Unis ou comme les aborigènes l'ont été en Australie. On tient compte du fait qu'ils ont des années et des années d'expérience de résilience, que même dans les pires circonstances, ils vont s'accrocher à leur terre parce qu'ils savent que si on part, c'est pour toujours. Donc, tant qu'ils vont pouvoir ne pas partir, ils ne vont pas partir. La deuxième chose, évidemment, c'est que la guerre, elle se joue chez nous. C'est-à-dire que si l'Occident sifflait la fin de cette récréation meurtrière, la fin serait tout de suite. 2 fois dans son existence, l'État d'Israël a été sanctionné. Les 2 fois, il a cédé instantanément. Il est sanctionné en 1957, quand il y a une décision conjointe des États-Unis et de l'URSS qu'ils évacuent le Sinaï, et ils l'ont évacué. Et ils sont sanctionnés en 1991, quand George Bush père, c'est la fin de l'URSS, veut remodeler le Proche-Orient. Il veut des négociations avec l'OLP. Yitzhak Shamir, qui était Premier ministre israélien, ne veut pas. Et Bush dit, dans ces conditions-là, nous ne cautionnons pas le prêt que vous avez fait pour l'immigration des Juifs soviétiques, ce qui voulait dire, en quelques semaines, la banqueroute de l'État israélien. Et ils ont cédé, Shamir est tombé. Donc, le jour, nous avons la responsabilité majeure d'imposer un rapport de force pour que l'Occident, l'Europe, les États-Unis, la France, sanctionnent cet État voyou. Sanctionner, ça veut dire rompre les relations économiques, politiques, ça veut dire boycotter, ça veut dire mettre au banc d'humanité, ça veut dire traiter les Israéliens comme on a traité les Blancs sud-africains. Alors vous allez me dire, oui, mais on a le problème de l'antisémitisme. Écoutez-moi, comme juge, je peux vous dire, les dirigeants israéliens,
ils sont infiniment plus proches par leurs déclarations et leurs actes de ceux qui ont commis le génocide nazi que de ceux qui en ont été victimes. Et comment ça se fait? C'est ça ce que j'ai jamais compris. Alors, Comment ça se fait qu'un peuple qui... je vous arrête. Ouais. Déjà, quand vous dites un peuple, il y a un peuple israélien, il n'y a pas un peuple juif. Il est clair que je n'ai pas le type proche-oriental et que je ne descends pas des Judéens de l'Antiquité. Et quelle est la proportion des Israéliens qui ont un lien familial avec le génocide nazi? Je sais. Entre 25 et 30%. Oui, complètement. D'accord. Donc vous arrêtez avec l'idée que comment des gens qui ont subi ça font subir ça aux autres. La plupart, ils sont étrangers à ça. C'est une religion qu'on leur a donnée et c'est une arme de destruction massive. C'est vous fermez votre gueule, on tue et on a le droit de tuer. Mais ils n'ont pour la plupart, je prends l'exemple de mes camarades juifs d'Afrique du Nord. Ils ont un passé douloureux, ils n'étaient pas colons et ils sont partis avec les colons, mais ce n'est pas le génocide. Et en aucun cas, c'est le génocide. Je prends l'exemple de Baruch Goldstein, celui qui a fait le grand massacre du caveau des patriarches à Hébron en 1994. C'était un juif new-yorkais, il n'avait rien à voir avec le génocide. Donc enlevez-vous de la tête l'idée que ce sont les descendants de ceux qui ont subi le génocide. Il y en a. Goldnadel, qui est une fripouille fasciste en France, oui, il a certainement un peu le même passé que moi, mais majoritairement, c'est pas ça. Je vais m'arrêter parce que sinon... Ouais. Merci.